Yo, mes salutations, vous allez bien, j'espère. Si je vous dis corindon, ça vous parle? Oui? Non? Bon, quoi qu'il en soit, dans 5 minutes, vous saurez ce que c'est. Let's go! Il s'agit d'une roche composée d'alumine anhydre cristallisé, pouvant aussi contenir du fer ou du chrome. Mais cette roche est connue sous un autre nom. Même en fait, 2 autres noms. C'est rubis et saphir. Ah, vous l'avez senti venir, la blague Pokémon, hein? Et oui, difficile à croire pour ces 2 pierres précieuses archi connues, aux noms et aux couleurs si différentes, mais au départ, elles ne forment qu'une seule et même pierre, le corindon. Possédant une dureté de 9 sur l'échelle de Mohs, pour rappel la plus haute unité c'est 10, la dureté du diamant donc. D'ailleurs, tout comme le diamant, le rubis et le saphir font partie des 4 pierres appelées pierres précieuses. La 4e c'est l'émeraude, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Le corindon peut être trouvé dans du marbre, des roches volcaniques ou du sable. Les corindons sont des roches métamorphiques, et certains cristaux peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de long. Je vais à présent vous présenter ces 2 pierres précieuses avec leurs caractéristiques respectives. Tout d'abord, le rubis, très connu pour sa magnifique couleur rouge. Son nom lui fut donné au XIIIe siècle à partir du mot latin ruber, signifiant rouge. Bon, jusque-là, rien de bien surprenant, hein? Ben ouais, logique. Bon, et sa couleur rouge, le rubis le doit à une forte présence de chrome dans sa composition chimique. D'une densité pouvant aller de 3,9 à 4,1, en plus d'être une des pierres les plus dures du monde, le rubis fait aussi partie des pierres ayant la plus grande valeur marchande. C'est d'ailleurs pour cela que depuis des siècles, le rubis est utilisé dans l'art de la bijouterie. Et c'est justement en 500 avant Jésus-Christ que le rubis commença à être commercialisé en Europe. Ces échanges commerciaux se faisaient principalement entre l'Empire romain et la Grèce. Et les Romains nommaient cette pierre carbone colorum, signifiant petit charbon ardent, en référence à sa couleur bien sûr. Au Moyen-Âge aussi, le rubis était très populaire, souvent associé à la religion. On pensait à l'époque qu'il s'agissait du sang du Christ cristallisé. Pouah, c'était arnaque, moi je croyais que c'était le vin le sang du Christ, en plus c'est marqué là-dedans. Étant une roche métamorphique, c'est-à-dire se formant par la chaleur, il arrive que le rubis soit naturellement combiné à d'autres pierres. Le plus souvent, c'est la zoisite. Une autre roche métamorphique verte. Le rubis possède une forme cristalline de type rhoboédrique. Passons à présent au saphir. Pierre très connue pour sa magnifique couleur bleue. Non, c'est pas vrai! Oh pardon, je vais rectifier, ça va? Sont appelés saphirs les corindons ne contenant pas de chrome. Ainsi, ils ne peuvent pas être rouges, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas arborer d'autres couleurs. Il y a des saphirs blancs, des saphirs jaunes, et plein d'autres couleurs aussi. Celles-ci variant selon les éléments chimiques présents dans le saphir en question. Si par exemple il y a du fer, celui-ci sera jaune. Sinon, à part ça, pas grand chose à dire du point de vue scientifique, hein. Il a sensiblement la même composition chimique que le rubis, la même densité, la même dureté, le même système cristallin. Et pour éviter de répéter 2 fois les mêmes choses, je vais plutôt vous parler des traces que le saphir a laissées dans notre histoire. Parce que j'aime pas trop me répéter. Ouais, j'aime pas trop me répéter. Déjà, à l'instar de son cousin rouge, le saphir a commencé à être commercialisé entre Rome et la Grèce aux alentours de 500 à 450 avant Jésus-Christ. Aussi, les Perses pensaient que c'était une pierre magique qui, par ses pouvoirs, avait donné sa belle couleur bleue au ciel. D'après les Grecs, Prométhée, le titan qui donna le feu aux hommes, avait utilisé un saphir pour l'allumer pour la première fois. Et des exemples comme ça, il y en a encore plein d'autres. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que le saphir a pas mal marqué l'Antiquité, aussi bien dans son utilisation commerciale que dans les croyances mythologiques et religieuses. Bon, et si maintenant nous répondions à la question « Qu'est-ce que ça vaut ces petites merveilles que sont le rubis et le saphir ?» Eh bien, le prix est très variable et varie selon de nombreux facteurs. Déjà évidemment, il y a la taille de l'échantillon. Est aussi à prendre en compte la pureté de la pierre, hein. Ce que je tiens dans mes mains, c'est pas vraiment la même chose que ce que j'ai pris en photo dans le musée où j'étais. Et si la pierre a été polie, il faut aussi voir la qualité du polissage qui a été effectué sur celle-ci. Donc le prix peut varier de, tenez-vous bien, quelques euros à 70 000 € le carat. Et un carat, c'est une unité utilisée en joaillerie équivalent à 200 mg de pierre. Ça fait pas beaucoup, non, en termes de taille. Et pour vous donner une idée, un rubis comme celui-ci, ça coûte entre 10 et 20 €. Parce que bien sûr, il n'est pas pur. Et c'est ce que j'aime dans les pierres de ma collection.
qu'elles soient au plus proche de leur état naturel. Et oui, car les corindons que l'on parle du rubis et du saphir ne sont jamais naturellement à 100% purs. Il y a toujours des incrustations plus ou moins grandes de fer, de chrome, de titane et divers autres métaux. Voilà pourquoi on parle parfois de rubis ou de saphir synthétique. Contrairement à ce que le mot synthétique semble indiquer, ce ne sont pas de fausses pierres. Elles ont juste artificiellement été purifiées. Et bien voilà, à présent vous savez ce que sont les corindons. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que les prochaines vous plairont aussi. D'ailleurs, pour n'en louper aucune, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À présent, c'est sur ces paroles que je vous quitte. Portez-vous bien, chers amis, et je vous dis à plus.